Bonjour et bienvenue sur A Afluência, Afluência. o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo Tête à tête. entrevistas em francês ou português. Bienvenue Pedro Meyer du coup à cet échange. Je suis Quentin Richard, je suis le directeur culturel de l'Alliance française de Rio et le cadre de cette interview se passe pour la revue Keonda qui a été proposée par les Alliances sonores d'Amérique latine et l'idée c'est que ce soit une revue qui parle de l'innovation et de la culture en Amérique latine et qui a été proposée par l'Alliance française de Querétaro et dans le même temps le souhait des Alliances françaises du Brésil et celle de Rio tout particulièrement de créer une chaîne de podcast avec des interviews d'acteurs culturels voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on t'accueille et c'est avec grand plaisir. Et peut-être que Merci. pour commencer, tu peux te présenter. D'abord, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Je m'appelle Pedro Meyer. Je suis un des cofondateurs du Wagon Amérique latine. Donc, les Wagons, c'est une école de formation au code informatique, une start-up, si vous voulez. Donc, on a 7 ans. C'est une boîte française à la base. Ça a été fondé à Paris en 2013. Donc, on dit que notre mission, c'est d'amener du savoir-faire technique à des personnes créatives. Donc, ça a commencé on était très focalisé sur apprendre les gens qui voulaient lancer leur start-up ou qui voulaient travailler D'abord, l'objectif, c'était vraiment les gens qui voulaient entreprendre dans la technologie et qui ne savaient pas coder. Donc nous, au début, c'était vraiment focalisé sur ça. Avec le temps et avec la qualité des programmes qu'on a développés, on a eu beaucoup de candidats qui voulaient plutôt aussi être développeurs dans une boîte, changer de carrière, être product manager, travailler dans la tech en fait. Changer de vie, travailler dans la tech. Donc on a un peu, et avec ça, il avait tout un marché aussi qui bougeait dans cette direction. Donc, on a un peu adapté pour pouvoir accueillir pas que les entrepreneurs, mais aussi les gens qui voulaient travailler dans la tech, les avocats ou des élèves d'école de commerce ou beaucoup de créatives aussi, des musiciens, des céramistes, des photographes, que c'est mon histoire. Après, je vais vous raconter un peu. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est aider aux gens qui veulent changer leur vie, à travailler dans la tech ou à lancer leur propre projet dans la tech, dans le digital. Donc aujourd'hui, donc la boîte elle a 7 ans. Aujourd'hui, on est dans 40 villes, 25 pays, donc tous les 5 continents. Moi, je m'occupe de l'Amérique latine, donc Brésil, Mexique, Argentine, et on vient d'ouvrir au Chili. Et donc pour l'Amérique latine, c'est vraiment, je dirais même révolutionnaire, ces genres de formations, parce qu'on est une formation intensive, immersive. Donc c'est des formations soit de 2 mois ou 9 semaines qu'on dit, soit de 2 mois, soit de 6 mois, intensives, donc soit un part-time, soit un full-time. Full-time, ça veut dire c'est toute la journée, c'est de lundi à vendredi, de 9h du matin à 7h, 9h, 19h, pendant 9 semaines. Et les part-time, c'est pour les gens qui ne peuvent pas arrêter de travailler ou qui font encore ces études. Donc, c'est plutôt 2 soirs par semaine. Donc, normalement, mardi et jeudi, dès 19h à 20h, à 22h, pardon. 19h, 22h, 2 nuits par semaine, et les samedis, dès 10h du matin à 17h. Donc aujourd'hui, on a 2 genres de formations. Donc une formation, c'est ce qu'on appelle Full Stack Web Development. Donc on forme des développeurs qui peuvent s'occuper de ce qu'on appelle le back-end, donc la partie logique, logiciel, la
la partie logique, et aussi du front-end, donc la partie tout ce qui est interface graphique, d'interaction de l'utilisateur. Et on vient de lancer en 2020, début 2020, on a lancé une nouvelle formation que c'est Python et sciences des données. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est un champ qui a beaucoup d'opportunités. Donc tout ce qui est, on commence avec des notions de programmation avec Python. C'est des élèves qui arrivent avec un peu de background déjà. Ils sont bien en maths et ils ont des notions déjà des programmations. Et ça va jusqu'à machine learning, deep learning, etc. Donc oui, c'est ça. Et après, comment, n'hésite pas à décrire quand il y a des termes comme ça qui sont peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément. Et après, ce que je voulais te demander, c'était aussi comment, quelle est la spécificité du wagon comparé à d'autres écoles dans la tech ou de coding comme ça? Et la deuxième question que j'avais, c'était plus sur en quoi le projet du wagon, de manière générale, il est innovant, mais peut-être pas forcément sur l'aspect tech, mais aussi sur l'aspect, bon, tu as commencé à l'aborder un petit peu, mais sur le lien avec d'autres types de métiers, etc. En quoi le projet du wagon est innovant aussi sur différents aspects. Ok. Je crois qu'en fait, ce qui rend les wagons complètement différents, déjà, ça fait 4 ans qu'on est considéré les meilleurs bootcamps. Les genres des formations qu'on fait, ça s'appelle un bootcamp. Donc, un bootcamp, c'est originaire, le terme bootcamp, c'est originaire des exercices à l'armée où ils étaient immergés, immergés dans un espèce d'entraînement pendant quelques mois. Donc, c'est vraiment qu'on oublie tout ce qu'on fait pour focaliser sur un sujet spécifique et l'apprendre intensivement. Donc, ça fait 4 ans qu'on est considéré le meilleur du monde, en fait, même si on est en train de parler même entre les Américains, des bootcamps évalués qui ont eu 500 millions de dollars d'investissement. On est considéré par les élèves, donc c'est the most critically acclaimed, donc avec plus de reviews positives. Pardon, parfois il me manque des mots en français. C'est parfait. Et donc ça fait 4 ou 5 ans, 4 ans de suite qu'on est considéré les meilleurs du monde. Donc on a été créé un peu différemment de toutes les boîtes tech. Normalement, tu as 2 manières de le faire. Soit tu commences à tourner ton startup et tu lèves d'argent très vite avec des fonds d'investissement. Et nous, ce qu'on a fait, c'était pas vraiment ça. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un bootstrap. Donc, ça veut dire on a grandi avec l'argent qu'on faisait. Donc, on n'a pas reçu d'investissement pendant les 6 premières années. Donc, c'était toujours... Avec les recettes propres des ventes de cours des étudiants, etc. Oui, ça, oui, exactement. Okay. Et la première fois qu'on a levé des fonds, c'était début 2020. On a levé 17 millions d'euros avec un fonds qui s'appelle CATE. C'est un fonds d'investissement... donc, CATE et Afrique Invest. Donc, la plupart de CATEC, c'est un fonds sino-français, sino-européen, et Afrique Invest, un fonds africain. Donc, oui, l'idée de lever cet argent, c'était justement, on était déjà dans 40 villes, et c'était vraiment de pousser un peu plus fort et de grandir un peu plus vite, de donner le pas. Donc, en quoi c'est innovant? Je crois que ça, déjà, on n'a pas de compétiteurs qui sont arrivés où on est arrivé seul, avec des fonds propres, vraiment des fonds propres, parce que ce qu'on disait, un de nos compétiteurs, il était dans 9 villes, je crois, et ils ont eu 500 millions de dollars d'investissement, et on disait que nous, on était à 40 villes avec 1000 euros d'investissement. Donc, la méthodologie, elle a été construite, pas que du curriculum, mais aussi du management et tout. C'est basé sur des méthodologies très connues dans la tech. Donc, par exemple, tout ce qui est... c'est des termes très spécifiques, mais des Kanban ou des
Donc des méthodologies de développement des produits, des méthodologies des feedbacks, des cycles de feedback. Donc, depuis notre là, on appelle batch, donc c'est chaque promo un numéro, et à chaque fois qu'on finit un batch, on prend les feedbacks de tous les élèves, on analyse et on applique pour les prochains batchs. Donc, de nouveau, on prend tous les feedbacks, et donc on a fait déjà, on va dire 600, presque 700 cycles des feedbacks. Donc, à chaque fois, on rend les curriculums, les classes, les profs encore mieux. Donc, oui, en fait, c'est une méthodologie de développement des produits digitaux, mais pour développer un produit éducationnel. Donc, c'est ça. Je crois que c'est ça que ça rend plus innovant. Aussi, on a une équipe de développeurs très forte qui travaille dans toute la partie du software. Donc, nos cours sont présentiels, mais on a une structure, une plateforme dans laquelle tout est réuni. Donc, les lectures en vidéo, si un élève ne peut pas venir, les exercices, la manière comme les exercices sont corrigés automatiquement, même la manière comme l'élève il peut appeler les profs ou demander de l'aide. Même s'il est sur place, il a tout un système. Aujourd'hui, on a 24 ingénieurs qui travaillent, développeurs qui travaillent sur les produits tous les jours à plein temps, quoi, à Paris. Donc la plupart à Paris, quelques-uns à Londres aussi, à Berlin. Et c'est donc juste des développeurs, c'est donc 124. Après, ça c'est important de parler juste parce qu'on va revenir sur ça quand on parle, parce que je vois bien te raconter un peu comment on a fait l'adaptation justement pour le Covid, pour Remote et tout, parce qu'il y a beaucoup à voir avec ça en fait. En tout cas, c'est passionnant ce que tu racontes là. Je trouve qu'il y a aussi du lien avec le modèle des Alliances françaises qui sont aussi présentes un peu partout dans le monde, parce que les Alliances françaises vivent aussi voilà, du lien avec les élèves qu'elles ont, du projet pédagogique et des ventes de cours qu'elles font. Donc, il y a un fort degré de recette propre aussi. Du coup, on se retrouve un petit peu sur cette partie-là. Et après, pour continuer sur cette question de l'innovation ou est-ce qu'il y a un lien, enfin, est-ce qu'il y a un projet culturel et artistique au wagon, ou alors est-ce qu'il y a des liens avec la scène artistique ou la scène art numérique, que ce soit en France, à l'étranger ou en Amérique latine, par exemple? Non, pas encore, mais c'est parce qu'en fait, on a, comme j'ai dit au début, on a beaucoup d'élèves qui viennent des arts plastiques, la photographie, même, je vous ai dit avant, la céramique. J'ai une élève qui était céramiste. C'est très drôle de voir cette transformation des céramistes à développeuses. Même moi, j'ai travaillé avant de faire le wagon, j'ai travaillé 12 ans. J'étais photographe professionnel pendant 12 ans. Donc, c'était vraiment... j'ai déménagé à Paris. Il a beaucoup de photographes. Il a trop de photographes à Paris. Des très bons photographes, d'ailleurs. Et en fait, c'était, même si j'avais fait des campagnes pour toutes les grandes marques du Brésil ou même des marques internationales, c'était très difficile de travailler ici. Il fallait un peu recommencer, on me demandait de travailler gratuitement et tout. Et je dis, ouais, écoute, non, je vais changer. Je crois que c'est l'heure de changer. Mais c'était un peu aussi la mort un peu la mort de la photo argentique et oui, tout ça. La fin de Kodak. Oui, voilà. Et donc, en fait, j'ai quand même pas mal d'amis artistes et tout, et des galéristes, ou même des galéristes d'art digital, qui travaillent beaucoup avec art digital et qui participent à des festivals d'art digital et tout. Je suis particulièrement, moi, je suis très intéressé dans ces nouveaux mouvements des crypto-arts, qui c'est de l'art dans la blockchain et tout. Tu peux nous présenter un peu plus ce que c'est le crypto-art? Parce que je pense que oui, peu de monde doivent connaître. Non, mais c'est très, 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 très nouveau. Je crois que c'est très nouveau. Donc, en fait, en fait, avec la blockchain a été créée en 2008, juste après la crise, par quelqu'un on ne sait pas qui c'est, donc un pseudonyme. Et qu'est-ce que la blockchain alors? Ah non. Ça, je vais t'envoyer un lien. Mais bon, basiquement, c'est une base de données.
Ok, c'est une base de données décentralisée. C'est une base de données décentralisée euh, où on peut stocker de l'information ou de l'argent. Mais en fait, basiquement, la blockchain, elle résout un problème qui c'est avec la blockchain, on peut avoir des choses digitales qui sont uniques, en fait. Donc, une musique, Ok. si je t'envoie une musique par mail, on a 2 musiques. Et si tu t'envoies à toute ta famille, on a 30 musiques, il y a 50 musiques. Donc, les digitales étaient toujours reproductibles. Et avec la blockchain, on résout ce problème. Tout ce qui est dans la blockchain, soit Bitcoin, soit Ethereum, n'importe laquelle, c'est unique parce que tu as un bout de code, d'information qui peut appartenir à quelqu'un. Donc, en Et fait, donc ça aujourd'hui, tu as un permet... mouvement qui se développe dans cette blockchain Ouais, alors, un voilà. mouvement artistique. Parce que comme on peut créer des choses uniques, donc c'est un peu la scarcité. Donc, je peux faire un GIF, je peux créer un GIF et les stocker dans la blockchain et les vendre. Et les vendre à un collectionneur, par exemple. Et ça appartient à lui, même si les autres ils peuvent le voir, etc. Mais ça appartient à lui. Et donc, tu Donc, connais une déjà, codeuse céramiste, mais tu connais aussi un collectionneur de GIFs alors? voilà, Ou exactement. c'est une invention? Non, Exactement. tu connais vraiment des gens qui collectionnent Non, les GIFs? vraiment. Oui, oui, tout à fait. Non, et qui paye genre 200 000 $ un GIF. Ouais. Peut-être qu'un jour, on aura un musée du GIF alors. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr, hein. Sûrement, dans pas longtemps d'ailleurs. Mais oui, donc ça c'est très intéressant. Donc c'est plutôt du côté personnel que je l'ai fait. Mais ce qui est intéressant au wagon, c'est ça, on a beaucoup d'élèves qui viennent de parties différentes, des métiers différents et tout, c'est très pluriel, c'est très divers, c'est très mélangé. À Rio, par exemple, je crois qu'on a eu. Donc, à Rio, les programmes sont appris en anglais. Et je crois qu'on a eu environ 50 nationalités différentes d'élèves à Rio. En Ah ouais. France, Il y a une c'est plutôt en diversité de français. profils qui doit être énorme aussi. Ah oui, non, mais c'est des Marocains, des Israéliens, des Nigériens, des Danois, des Norvégiens, des Islandais. C'est vraiment de tout, quoi, en fait. Et, et c'est très intéressant parce que tous ces gens, ils viennent avec un objectif, c'est d'apprendre à coder, et même s'ils n'auront jamais se rencontrés, n'auront jamais travaillé ensemble, comme ils sont tous comme ils ont tous cet objectif d'apprendre à coder, les différences, en fait, comment on dit ça, disparaissent. Ça fait une effervescence et ça peut Ouais, voilà, créer peut-être des nouveaux exactement. projets ou des nouveaux... Exactement, Ok. exactement. Et comme tu parles de Rio, j'en profite pour savoir un peu en termes de perspective ou d'évolution du wagon, que ce soit en Amérique latine ou même que ce soit à Rio. Comment, Donc, tu vois, je crois qu'il même si j'imagine que la crise a impacté pas mal votre activité, puis on pourra en parler après, mais tu vois, pas vraiment, en est-ce qu'il y fait, a des... pas vraiment. Positivement, Ok. en fait. Positivement. Je crois parce que comme on a pu bouger très vite, donc en fait, ce qui se passe, c'est la, 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 la pandémie, elle est arrivée d'abord en Chine. Donc, comme on est en Chine, les solutions ont commencé à être développées quand c'était toujours en Chine. Donc, même quand la pandémie est arrivée en France, on avait déjà, on est très digital. On a une équipe et une communauté. Aujourd'hui, on est 10 000 élèves dans le monde entier. Et on garde contact toujours par un serveur Slack. Je ne sais pas si vous connaissez Slack, c'est une espèce de WhatsApp de travail. Si je l'utilise au quotidien aussi. Ouais, ouais. Et donc, tout le monde est en contact tout le temps, donc on a pu très vite développer quelque chose pour passer les cours présentiels en remote. Et comme on avait aussi la structure de la plateforme,
avec les vidéos, avec les exercices, et avec 20 développeurs derrière qui sont en train de développer des choses tout le temps. On a pu développer ce qu'il fallait développer. Avec les matins, on reçoit une notification sur Slack avec voici les liens Zoom. Donc, on connecte sur Zoom. On a des classes de 40 jusqu'à 40 élèves. Euh, après, on a des breakout rooms on fait comme si c'était des tables. Donc, les élèves, ils sont à table, vraiment, dans Zoom, avec 3 autres élèves. Donc, 4 élèves par table. Donc, ils peuvent se parler. Les profs, ils peuvent passer à la table et dire est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Si les élèves ont des problèmes spécifiques, ils peuvent ouvrir un ticket. On appelle ça ouvrir un ticket. Donc, c'est un peu entrer dans la queue pour que les professeurs puissent l'aider. Donc, quand c'est arrivé en Amérique latine, je crois que c'était un peu au même temps qu'en France. Donc, le premier confinement, c'était vers le 16 mars 2020. On avait déjà toutes les structures complètement prêtes pour le faire. On a passé à digital, donc ça n'a pas du tout affecté. En fait, à Rio, on a perdu un peu les élèves étrangers, qui à l'époque, c'était responsable pour environ 50% d'une classe. Par contre, ça a ouvert en fait la possibilité pour que des gens qui n'étaient pas de Rio, qui n'étaient pas de São Paulo, puissent le faire sans devoir y aller à Rio, à São Paulo. Donc, on a gagné quelques élèves brésiliens et on a perdu quelques élèves étrangers. Mais on a eu une croissance l'année dernière, 2020, une croissance de 200%. Quand même, Ah oui, c'est incroyable. Donc, pendant une année de pandémie. Ouais. Donc la crise vous a pas impacté en termes forcément de nombre d'élèves, etc. Et sur le volet accueil des élèves, ce que tu me racontes, ça a l'air assez incroyable. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écoles de langue ou même d'écoles en général qui seraient intéressées par voir ce qui se passe, enfin, tu vois, dans le concret, dans ces Comment on le classes-là, fait. Oui, tout à fait. C'est ça, comment la relation entre le prof et l'élève peut aussi être digitale et intéressante. Mm. Mais du coup, ouais, ça veut dire que vous êtes réinventé très vite sur cet aspect en ligne. Et il n'y a pas eu d'autres impacts sur, tu vois, sur comment vous avez peut-être essayé de faire évoluer vos objectifs du wagon à moyen terme, à long terme, selon les différentes zones géographiques, est-ce que ça a eu un impact là-dessus? C'est ce que j'étais en train de lire avant qu'on parle, c'est justement les objectifs de cette année. Et non, je ne crois pas que ça a affecté directement. On a réussi à le faire, on le fait vite et notre cycle est assez efficace. En fait, on arrive à avoir un feedback de quelque chose qui ne marche pas très vite et on peut le régler très vite. En fait, ça, c'est l'avantage déjà d'être une entreprise privée, donc sans actionnaires et tout. Et donc, on a une certaine autonomie. Et on profite aussi de toute la connaissance collective des équipes du wagon. Donc, si la première promo digitale en remote en Chine, ils ont eu des problèmes en utilisant, un software, un outil, quoi que ce soit, on a déjà des nouvelles et on peut déjà les régler avant d'avoir ces problèmes. Donc, on se partage tout le temps les problèmes qu'on a. Comme ça, on a les solutions avant que les problèmes arrivent. Ah ouais. Donc, non seulement le soleil se couche jamais sur le wagon, mais en plus, vous pouvez régler les solutions entre les différents continents. Voilà, exactement. Mais pour l'Amérique latine, en fait, donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord, il a eu cette adaptation. Donc, on mesure la satisfaction des élèves par une méthodologie qui s'appelle NPS. Donc, NPS, c'est Net Promoter Score, qui va des -100 jusqu'à 100. Et donc, en fait, si vous connaissez NPS? Non, je connais pas du tout. Donc, mais vous l'avez fait déjà. C'est quand vous utilisez quelques services en ligne ou vous achetez sur Fnac ou Darty et on reçoit par mail la question entre 0 à 10, est-ce que vous recommanderez ce service à votre ami?
à tes amis, ou blablabla. Donc, 9 et 10, ça veut dire que la personne elle est très contente et qu'elle va dire aux autres qu'elle est très contente avec le service. Si elle dit 7 ou 8, donc on perd des points, mais ça veut dire qu'elle est neutre, qu'elle va ni promouvoir le service, ni euh, le critiquer. Et par contre, de 6 à 0, ça veut dire elle va mal parler. Donc, c'est ce qu'on appelle un détracteur en anglais. En anglais, c'est detractor. Et donc, le NPS du wagon est très, très positif. Ouais, c'est extrêmement positif. Et en fait, donc c'est plus qu'Apple. Même Apple, ils ont un NPS un peu plus bas. Et donc, comment t'expliques cet engagement et ce taux aussi positif de retour des élèves? C'est justement parce qu'on fait attention à tous les critiques, on essaie de les régler très vite. Donc, c'est cycle des produits qu'on parlait. Donc, si quelqu'un s'est plaint l'exercice était trop difficile, avec ce qu'on a appris dans la classe, on ne pouvait pas résoudre cet exercice, on va l'écouter, on va essayer de résoudre le plus vite possible. Donc, c'est un peu ça. Et donc, pour l'Amérique latine, en revenant... Ah non, attends, en fait, j'allais dire une autre chose, c'est qu'en fait, il a eu l'adaptation de faire tout ça en ligne. Et après, le deuxième défi, c'était pas que ça, c'était alors quand on a eu des réouvertures, donc à Paris, on a eu une réouverture, à Rio, à São Paulo, et après, réconfinement, etc. Donc, il a fallu aussi adapter à avoir des classes hybrides qui mélangeaient des élèves, soit qui étaient dans des groupes de risque, qui ne voulaient pas, ou un prof qui ne voulait pas donner son cours en présentiel, etc. Donc, on a dû s'adapter. Et donc, on aussi développer cette réactivité à pouvoir passer un hybride à 100% présentiel, à 100% remote. Donc, ça, c'était aussi très... Et les premiers retours que tu as sur le mode hybride de la part des élèves, comment? C'est super. Ça marche très bien. Ça marche très bien. En fait, au début, ils étaient un peu plus résistants parce qu'en fait, ils se disaient « Ah, mais j'aimerais bien, je vais attendre pour faire en présentiel. » Mais je crois que personne ne s'attendait à que ça allait durer les temps que ça dure. Je pense que tu as déjà Non, en fait, non, mais je voulais parler un peu sur parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu entièrement à votre question sur les projets en Amérique latine en ce moment. Donc, en fait, et c'est parce que c'est hyper intéressant parce que je trouve il a un document, donc c'est un article, je peux vous envoyer après, de la Banque interaméricaine de développement sur justement les Coding Bootcamp. Et en fait, ce qui se passe est très intéressant, c'est parce que c'est une méthodologie d'apprentissage assez efficace pour des pays ou des régions comme l'Amérique latine. Parce qu'en fait, on peut générer, en fait, traîner et générer des développeurs très vite. Et dans un marché qui a besoin de plus en plus de développeurs et des data scientists, par exemple. Donc, en fait, c'est très vite, on arrive, et pas que ça, mais aussi nourrir donc la différence des salaires entre un développeur aux États-Unis et un développeur au Pérou, ou à Colombie, ou en Argentine, au Mexique, au Brésil, elle est très, très, très grande. Et la proximité culturelle entre les régions est beaucoup plus parce que si on a besoin de développeurs pas chers, soit on va en Europe, mais en Roumanie, les pays un peu d'Europe de l'Est, soit on va en Chine, soit on va en Inde. Donc ça, c'est les développeurs moins chers et qu'on a plus dans le marché. Mais quand on prend les développeurs d'Amérique latine qui sont culturellement plus proches du marché américain, nord-américain et du marché européen. Donc, on peut garder en fait les coûts plus bas et avoir cette proximité culturelle qui aide beaucoup et qui accélère un peu
le travail. Donc, en fait, tu as des initiatives des pays d'Amérique latine et aussi de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement. La Banque mondiale plutôt en Afrique, les BID plutôt en Amérique latine, pour aider les gouvernements à former des développeurs via des coding bootcamps. Effectivement, ça veut dire que vous avez déjà des liens forts avec les pouvoirs publics dans certains pays, voire avec des bailleurs de fonds internationaux ou bailleurs de fonds nationaux. Et je pense que c'est aussi une question qui doit revenir souvent pour eux et qui revient aussi souvent dans la société civile, enfin, les citoyennes ou les citoyens le mettent souvent en tout cas, ça intervient souvent dans le débat public, que ce soit la question de l'impact environnemental de la tech. On l'a vu un petit peu avec ce qui se passe autour de la 5G, par exemple, mais aussi la place des femmes, que ce soit sur Internet ou dans la tech. Je pense que avec l'exemple, j'ai entendu parler plusieurs fois, par exemple, de Wikitaton pour féminiser Wikipédia. Le fait que les contributeurs et contributrices soient, enfin, qu'il y ait peu de contributrices en tout cas sur Wikipédia et qu'il y ait peu de femmes, bon, c'est qu'un exemple dans les fiches Wikipédia. Mais comment aussi le wagon se positionne par rapport à ces des grands enjeux de notre temps aussi. Donc, sur les femmes, c'est marrant parce que, comme je te disais, j'ai regardé un peu les objectifs 2021 pour le wagon et un des objectifs, c'est avoir 40% de nos élèves femmes. Pourquoi 40% et pas 50%? Parce qu'on sait que 50% pour 2021, c'est trop ambitieux. Donc, attends, je peux t'envoyer une image après, mais c'est basiquement ou même maintenant, en fait. Donc, en fait, quand on a commencé les wagons en 2013, on avait en moyenne 10% des élèves étaient des femmes. Donc, on peut voir un peu l'évolution de la proportion des femmes dans nos formations. Donc, on a commencé à mesurer en janvier 2014. On avait plus ou moins entre 10 et 12%. Et après, ça montait et ça baissait un peu, mais un peu, il n'avait pas des raisons pour monter ou descendre, c'était juste aléatoire. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est comme on peut regarder dans les graphiques, à partir de 2015, fin 2015 plutôt, on a commencé à vraiment faire attention à donner des exemples, en fait. On s'est dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech parce qu'on ne donne pas assez d'exemples. Donc, on a commencé à utiliser beaucoup des photos des femmes dans nos communications, dans nos réseaux sociaux, à inviter des entrepreneurs femmes, des entrepreneuses ou des fondateurs ou des développeurs femmes pour donner des conférences, pour donner des cours. On a commencé à prendre de plus en plus des profs femmes, des assistants des profs femmes, mais surtout les événements, parce qu'on fait souvent, je crois que presque une fois par semaine. En France, à Paris, une fois par semaine. Au Brésil, une fois chaque 10 jours, on invite un entrepreneur, un fondateur d'une start-up ou d'une boîte tech pour donner un peu, pour parler un peu de son expérience et de son histoire. Et ça aussi, ça a beaucoup changé. Dès qu'on voit plus des femmes développeuses, des femmes, on voit des exemples en fait. Donc, ça change beaucoup. Et là, donc, on voit entre 2015 et 2016, on commence à grandir la proportion des femmes assez. C'est une ligne ascendante, quoi. Donc, c'est très. On dit 40% parce que je crois que ça serait trop ambitieux de dire 50% en 2021, mais en 2022, c'est sûr que 50% on arriverait. Et d'ailleurs, il a une histoire très drôle. Il a une photo qui est assez. Donc, c'est une photo de la première promo de sciences d'information à Unicamp, donc l'université de São Paulo, de Campinas. Et il a genre, une vingtaine de femmes et 2 messieurs. Donc au tout début, ça c'est au tout 1900 quoi, après Turing, après la Deuxième Guerre, donc on va dire 1950, 1960 peut-être. Et en fait, c'était parce que les femmes venaient, c'était les femmes qui faisaient de la dactylographie. Donc quand les ordinateurs sont arrivés, les premières personnes qui sont allées faire
l'ordinateur, c'était les sciences des techno, sciences de l'information et tout, c'était les femmes. Et après, ça a commencé à donner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est aussi un classique. Les hommes essayent de virer les femmes des métiers qui donnent beaucoup d'argent. Donc, ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est ça. On prend beaucoup de profs, beaucoup de profs développeuses, beaucoup de formateurs de la communication. Il y a toujours des femmes dans nos photos. C'est un peu... on a même un groupe, on a des groupes pour les femmes, on a des événements. On a eu à Bruxelles la semaine, là, il y a 2 semaines, donc Women Tech Week. Donc c'est une semaine qu'on invite une femme par jour pour parler de son parcours, de commencer à travailler dans un comment on dit ça, un secteur qui a autant disproportionnel. Donc oui, c'est un travail qui se fait Au long cours, en tout cas, ouais, sur la voilà, durée. voilà, exactement. Mais qu'il ne faut pas s'arrêter en seconde, de penser à ça, de réfléchir à ça, de discuter sur ça, de demander surtout. Oui. Et sur la partie environnement, j'allais dire. je crois que c'est moi qui ai implémenté le recyclage des poubelles, c'est pareil. En 2015, je trouvais ça absurde parce qu'on avait genre déjà 40 élèves par promo, il n'y avait pas des poubelles séparées. Non, mais en fait, ce qui est... je trouve pas qu'il impacte... ce qu'on fait, l'impact ambiental, on utilise Internet, chacun a son ordinateur. Donc, je crois qu'on n'a pas vraiment un impact ambiental très fort. Je sais qu'il y a des wagons où tu as de l'énergie solaire, mais on n'a pas vraiment un impact ambiental très fort. Par contre, un truc intéressant qui s'est passé, c'est que depuis qu'on a commencé à former les élèves des sciences des données, et surtout au Brésil, à la fin des formations, soit les formations web development, soit les formations en développement web, soit les formations en sciences des données, à la fin donc, des 10 jours de la formation, c'est pour que les élèves travaillent un projet réel, quoi. Et toutes les processus de création d'un projet, donc d'avoir l'idée, discuter l'idée, trouver les éléments, développer une maquette, développer ce qu'on appelle un wireframe, donc en fait un modèle dessiné avant de développer jusqu'à la fin, jusqu'à mettre les produits en production en ligne et qui marchent. Et depuis qu'on a commencé la formation de Python et sciences de données, on a beaucoup de projets environnementaux. Donc, des marchés d'échange de carbone. Merci Pedro, en tout cas, ça faisait plaisir d'échanger avec toi que ce soit sur ces différents enjeux, sur la manière aussi dont s'est adapté très rapidement le wagon par rapport peut-être même à d'autres acteurs. Et puis, et sur les GIFs, j'ai appris que le GIF pouvait être un art, donc je suis assez Je vais t'envoyer un content. lien. Je vais t'envoyer un lien. Avec plaisir. Mais en tout cas, ça faisait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Et puis, et voilà, et n'hésitez pas à aller voir le site internet du wagon et le site internet des Alliances françaises du Brésil et d'Amérique latine, selon où vous nous écoutez.